体こそ最強だ。行くか。スーパーサイヤ人ゴッドを超えた力見せてやる。スーパーサイヤ人ゴッドの上を行く力を見せてやろう。勝負はこれからだ。Eh bien, ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour reparler une nouvelle fois de Dragon Ball Super. Ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, et ça faisait longtemps, je dois l'admettre, que j'avais pas eu autant de hype autour du manga. Pour cause, ce chapitre 42 qui introduit donc un nouvel arc, donc forcément qui dit nouvel arc, dit qu'on s'imagine plein de choses pour la suite, que ça laisse rêveur, que ça donne envie et que forcément ça prête au débat. Et donc du coup, me revoilà en espérant que ça continue comme ça, que ça donne envie d'en parler. Alors, je vous propose commencer par parler forcément du début de ce chapitre 42 qui finalement est la conclusion du tournoi du plus fort, ou tournoi du pouvoir si vous préférez en VF. Donc on va commencer par brièvement résumer le début du chapitre qui est la conclusion du tournoi du pouvoir. On va pas rentrer dans les détails, je vais surtout m'arrêter sur des détails qui peuvent être importants pour la suite, pour le coup, pour le prochain arc. Mais bon, ce qu'il faut noter, c'est que déjà le tournoi du pouvoir se clôture à peu près de la même manière, à peu près. C'est-à-dire que dans les grandes lignes, on finit sur la même chose, c'est-à-dire C17 MVP. Dans la mise en scène et la réalisation, malheureusement, vraiment tristement, c'est pour moi, pour ma part, je trouve moins bien que l'animé. Alors comme d'habitude, vous le savez, ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, mais mes avis sont purement subjectifs. Je suis en aucun cas objectif. L'idée, c'est justement de créer un débat avec vous, et c'est ce qui est intéressant dans ces vidéos. Bref, donc pour ma part, je trouve que c'est beaucoup moins bien que l'animé, j'aurais jamais cru dire ça. Si vous avez vu ma vidéo qui résumait un peu Dragon Ball Super, donc à l'époque quand l'animé s'était terminé, voilà, j'avais beaucoup d'attentes du côté du manga, et malheureusement on a eu un arc qui pour moi n'avait même pas sa place en manga tellement il a été rushé. Si c'était pour faire ça, je me pose la question, pourquoi le faire? On sent que ça a été rushé pour qu'il soit vite terminé pile au moment où le film Dragon Ball Super Broly allait sortir, parce que vous le savez, là il y a eu l'avant-première si vous suivez l'actu, et il y aura la première diffusion là le 12 décembre si je dis pas de bêtises au Japon. Pas encore de date pour nous malheureusement, mais j'espère que ça ne saurait tarder. Bref, on voit que tout a été rushé pour que tout se colle et coïncide, ce qui fait qu'on a eu quelque chose de vraiment très bancal, de vraiment très rushé. On n'a pas le temps de s'imprégner des personnages, de la mise en scène, tout ça, et c'est vraiment très 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 dommage, parce que ce que j'avais reproché et ce qui a fait que j'ai vraiment pas du tout aimé cet arc là, même en animé, c'était qu'il y avait pour moi un énorme sous-développement des personnages et surtout un sous-développement des univers. On te présente quand même 12 univers, franchement, t'as vraiment l'impression de voir aller 2 univers, voire 3. On ne sait rien de ces univers là et c'est tellement dommage, il y avait tellement de choses à raconter et ça n'a pas été le cas. Ça s'était rattrapé par moments en animé par sa mise en scène, faut l'avouer, il y a eu des passages qui m'ont quand même fait un peu frissonner en tant que fanboy. Et ici, même ces passages-là en manga sont tellement rushés que ça fonctionne mal. Par exemple ici, la conclusion reste sensiblement la même. On a Goku, Freezer et Jiren ainsi que Vegeta qui sont éjectés du ring à la fin, et C17 qui reste tout seul sur le ring. Mais en termes de réalisation, on n'a pas ce côté, on est vraiment dos au mur, c'est la survie, c'est le dernier espoir, les ennemis s'associent pour arriver à vaincre le puissant Jiren et sauver leur univers. Donc on avait cette phase qui a marqué tout le monde avec Goku et Freezer vraiment côte à côte qui affrontent Jiren, alors qu'ici c'est plus du Freezer certes qui éjecte finalement Goku avec Jiren et qui tombe aussi par la même occasion. Mais voilà, il y a ce genre de petits détails, ça se casse un peu, et on a le C17 qui sort d'un rocher comme ça en mode « Ah ben non, moi j'étais là, on a gagné ». Et du coup, c'est vrai qu'en termes de mise en scène, ça fonctionne vraiment moins bien, et c'est dommage. Et je retiendrai vraiment de cet arc qu'il a été vraiment rushé. Après voilà, on va pas rentrer dans les détails, se retaper 15 minutes de vidéo à parler de tout ça. Je pense que si vous suivez, ça fait bien longtemps, peut-être que de votre côté aussi, vous avez votre avis. On va plutôt passer sur tout ce qui est après ce passage-là et tout ce qui va être intéressant. Donc déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on en apprend un peu plus sur Gichin, je crois qu'il s'appelle, donc le maître de Jiren.
On nous explique en fait à un moment donné que, donc si j'ai bien compris, c'était le meilleur ami de Vermouth. Vermouth, vous savez, c'est le dieu de la destruction de Jiren, hein. Donc qui est assez proche aussi visiblement de Jiren. Donc ça avait l'air d'être quand même finalement de bons amis. Alors j'ai pas très bien compris si c'était avant ou après que Vermouth soit dieu de la destruction, parce que visiblement, du fait de sa relation avec Gitchin, c'est un peu ce qui l'a poussé, si j'ai bien compris, à devenir dieu de la destruction. Bon, ça peut-être ça vous intéresse pas. Ce qui est super intéressant en fait, c'est le fait que vous savez maintenant que les anges peuvent ressusciter les gens, hein. On nous l'avait sorti un petit peu d'un seul coup comme ça dans l'animé avec Freezer qui dit « Je suppose vous n'allez pas me ressusciter » vu que le vœu avait été utilisé pour ressusciter tout le monde, hein, vous savez, reconstruire tous les univers. Et donc Whis lui disait « Mais c'est bon, tac », il fait un claquement de doigts, il lui supprime son auréole. Donc on peut se dire, forcément, hein, vu qu'ils étaient amis avec un dieu de la destruction, tout ça, pourquoi Gitchin n'a pas été ressuscité par l'ange de leur univers? Eh bien tout simplement parce qu'on découvre que Gitchin a été tué par un démon, et que les victimes de démons ne peuvent pas être ressuscitées. C'est pour ça que Gitchin n'a pas pu être ressuscité. Enfin du moins être ressuscité par un ange. Les Dragon Ball c'est encore autre chose. Et ça c'est ultra intéressant, parce que l'un des gros points noirs, on l'a souvent dit, de Dragon Ball Super, c'est qu'il n'y a quasiment plus d'enjeux, plus de tension dans les combats, parce qu'il y a trop de portes de sortie, hein. On a les Dragon Ball, les Super Dragon Ball, on a Zeno, on a les anges maintenant, c'est-à-dire que en ce moment, pour qu'on croie au décès d'un personnage, c'est compliqué. Là, on vient de découvrir une faille. On découvre que si un démon tue donc un être vivant, les anges ne peuvent pas le ressusciter. Ça, c'est super intéressant. On peut aller plus loin en se disant que si un ange ne peut pas ressusciter une victime d'un démon, peut-être que les Dragon Ball de base, à un moment donné, peut-être qu'on pourrait avoir un passage qui existe déjà dans le manga, en mode Children, qui pourrait dire « Ah ben ça dépasse mes capacités, je peux pas le faire ». Bon, ressusciter des gens, ça n'a jamais été une limite, mais peut-être que là, on pourrait avoir une prémisse avec quelque chose du genre « Bah c'est la victime d'un démon bien trop puissant, plus puissant que moi, je ne peux pas le faire ». Et là, ça devient intéressant, parce que si on affronte, et je pense que c'est pas anodin qu'il fasse une référence au démon, il n'y en a pas eu souvent, je pense, dans le manga Dragon Ball, à part à l'époque de Piccolo Daimao, et je sais pas, est-ce qu'il y a eu des références à ça pendant l'arc Zamasu? Je ne crois pas. Pendant l'arc Majin Buu, il y avait la référence avec Dabra, tout ça. Alors après, par contre, de ce qu'on m'a expliqué, c'est assez compliqué ce truc-là, parce qu'il y a des paliers, tout ça. Alors là, pour se rafraîchir la mémoire, il y a la vidéo du Gaki Sensei, et ça permet de se remettre un peu dans le bain si vous avez un peu de mal avec ces espèces de hiérarchie entre les Kaioshin, démons, tout ça. Bref, quelque chose d'ultra intéressant qui laisse rêveur pour la suite. On va pas partir tout de suite dans les théories, machin et tout, mais je pense que déjà, hein, de votre côté, ça doit travailler aussi, hein. Bref, voilà. Pour moi, c'était l'un des passages ultra intéressants qu'on a eu avant l'ellipse qu'il va y avoir. Donc ensuite, on a une ellipse qui nous dit, voilà, les univers ont été ressuscités, machin, on vit en paix. Le C-17 a eu son bateau de la part de Vegeta, pour le coup, ce qui est plutôt sympa. Et du coup, on a une ellipse aussi qui nous dit que Freezer a recommencé ses méfaits, et on a une image où on peut voir donc Goku et Vegeta contre le Broly, un fanart, enfin je croyais que c'était un fanart, donc finalement une planche qui est déjà assez populaire depuis un bon moment, qui avait servi je crois d'illustration pour annoncer peut-être un moment l'arc je crois. Bref, une magnifique planche où on les voit affronter Broly et qui nous dit que du coup ça leur a permis de devenir plus puissants. Je précise qu'ici je n'apporterai aucun spoil parce que je sais qu'il y a des spoils sur le truc, je ne les ai pas vus, je ne veux pas les voir, je veux voir le film. Je me suis fait spoiler un tout petit truc, un petit détail dans le manga, rien de bien méchant, je ne l'évoquerai pas ici, mais bon, rien de folichon, mais il faut faire attention, il y a quand même quelques spoils. Bref, donc on ne sait rien du film, on nous dit juste qu'ils sont devenus plus puissants, et donc du coup on prend, après ça, on sait pas vraiment si c'est directement après ou quoi, mais du coup on retrouve un Vegeta et un Goku qui décident de s'entraîner dans la salle d'entraînement de Vegeta. Et déjà je voudrais revenir juste sur un petit détail, mais ça c'est un truc à la con, ça c'est les pensées que j'ai de temps en temps comme ça quand je regarde des trucs comme ça, c'est que, donc c'est la deuxième fois qu'on nous ellipse un film dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire que par exemple Golden Freezer, vous le savez, n'est pas présent dans le manga original Dragon Ball Super. Du coup, si tu veux savoir ce qui s'est passé, t'avais juste une ellipse, une petite référence au fait comment ils ont eu le Super Saiyan Blue, et par rapport au retour de Freezer, mais c'est tout quoi en fait. Et honnêtement, pour le moment on y pense, c'est pas le genre de truc, bon y a que moi et mon esprit un peu déglingué qui pense à ce genre de détails, mais
Pour le moment, on s'en fout, tout le monde s'en fout qu'il y ait des ellipses sur les films parce que tu vas aller les mater. Mais quand même, j'arrête pas de me dire, imaginez dans 10 ou 15 ans, le mec qui découvre Dragon Ball Super, admettons, ou la nouvelle génération qui s'y met. Elle lit le manga. Mais elle va tellement rien comprendre, c'est tellement décousu. C'est quand même pas normal d'avoir un manga qui te dit, en gros, bah, si tu veux savoir ce qui s'est passé là, faut que tu ailles voir le film machin. C'est quand même complètement con. Mais bon, après, ça mérite un débat. Je suis curieux de savoir ce que vous en pensez de ce genre de truc. Est-ce qu'il vaut mieux une ellipse et attaquer quelque chose d'autre que de réintégrer le film, de le réadapter en manga et d'avoir quelque chose de rushé comme on a pu avoir l'arc et de finalement pas bien, ou plutôt avoir une ellipse, se mater le film qui apparemment défonce et puis rattaquer le manga. C'est juste qu'en termes d'œuvre en elle-même, si tu prends que le manga, ça fait quand même quelque chose de vachement décousu. Mais bon, après, ouais, ça prête à débat, encore une fois. Sinon, on attaque enfin, on y vient, à ce nouvel arc, qui commence donc par le fait que Satan appelle à l'aide, en fait. Il appelle donc un message de détresse, voilà, il est attaqué par des ennemis inconnus. Goku et Vegeta s'y rendent, et donc du coup, on peut découvrir que Boo est toujours endormi, visiblement, dans le manga, donc apparemment ça fait plusieurs temps qu'il est endormi, donc bien plus de 2 mois finalement, mais on nous avait dit, je crois, qu'il pouvait dormir très très longtemps. Mais je commence à me poser la question, est-ce que finalement c'est un sommeil naturel? Est-ce qu'il n'y a pas eu une petite entourloupe? Enfin bref, ça c'est encore autre chose, peut-être qu'on le découvrira plus tard. Et donc, on voit Satan en proie avec des nouveaux personnages, avec un personnage qui a une petite coupe au bol et qui a une tenue de patrouilleur galactique, et qui lui dit qu'il a besoin d'emmener Boo. Alors il semble pas violent du tout, même qu'à un moment donné, Satan essaye de le neutraliser avec son pistolet, parce que bon, il est un petit peu en détresse là, le Mister Satan. Et lui, d'un coup, il neutralise la balle, il tire dans la balle, comme ça, le gars, c'est un pistolero. Et puis, il reste calme en lui disant « Laissez-moi vous expliquer, arrêtez de m'interrompre, en gros, je vais vous expliquer, on vous l'emprunte, en gros, voilà, il n'y a rien de mal, mais on en a besoin. » Et bon, c'est à ce moment-là que Goku et Vegeta arrivent. Goku, il part en déplacement instantané, il commence à essayer de neutraliser les gars. Voilà, vous êtes en train d'emmener Boo. Alors au début, j'ai l'impression qu'ils paniquent un peu parce qu'ils disent « Mais il est gentil, maintenant il est gentil. » Et Goku se fait neutraliser. Il se fait endormir par ce gars. Donc ce mec s'appelle Mélus, je crois, ou Mélus. Ouais, je sais pas trop comment il faudra le prononcer à la française. Si tu le lis en hiragana, c'est Mélus. Je sais pas du tout ce que ça veut dire. Et du coup, il neutralise Goku et il neutralise Vegeta en les endormant avec un pistolet. Je vous avoue que au début, le passage m'a fait grincer des dents. Parce que je me dis, putain les gars, c'est des Saiyans, sont Super Saiyan Blue, on nous avait déjà fait le coup dans Golden Freezer avec Goku, bon, ça mettait en avant le fait qu'il se relâchait trop, il se prenait un coup de pistolet, il se faisait neutraliser. Bon là, ils se font endormir. Bon, pourquoi pas. Après, du coup, on nous justifiait ça par le fait que ce mec-là, c'est le numéro 1 des patrouilleurs galactiques, et d'un autre côté, en fait, avec du recul, je me suis dit, bon, c'est vrai que comme ça fait bizarre de les voir se faire neutraliser par un pistolet. Et en même temps, tu te dis, on nous parle de la patrouille galactique depuis un petit moment, c'est la police de l'espace. Quand tu vois Jaco, tu sens que les gars, c'est pas des monstres de puissance. Donc tu te dis, comment ils peuvent neutraliser des méchants, des criminels, machin et tout, alors que les gars, ils ont pas l'air ultra puissants. Ben, en fait, finalement, on peut se dire que c'est peut-être grâce à leur technologie et leur agilité, en fait, qu'ils arrivent à neutraliser. Ça te montre, en fait, un élément qui te montre que, en gros, ok, ils sont pas très puissants, mais... En fait, en justement profitant de peut-être l'excès de confiance de leurs ennemis, en profitant d'une petite fenêtre d'ouverture, ils peuvent plus ou moins les neutraliser. Faudra voir après comment c'est amené par la suite, et comment aussi c'est mis en scène par la suite. Mais bon, on peut se dire à la limite ça peut justifier. Bref, Goku Vegeta se réveille, vous l'avez vu si vous avez vu le chapitre, dans le vaisseau, puisque... En ayant entendu leur nom, il a une drôle de réaction, ce personnage, et il dit je vais les emmener, je vais avoir besoin d'eux. Donc il emmène Majin Buu, il emmène Goku, Vegeta, et on part à l'aventure dans l'espace, et on voit Jaco qui est là aussi. Et donc là, on a un semblant d'explication qui clôture finalement ce chapitre, où on nous explique que, un prisonnier s'est évadé de l'emprise des patrouilleurs galactiques, qu'il est apparemment très dangereux, et c'est dû à une erreur des patrouilleurs galactiques, et que pour le retrouver, ils ont besoin du Daikaioshin qui se trouve à l'intérieur de Majin Buu. Et là, le chapitre se finit, et là c'est la hype, parce que ça ouvre
tellement de possibilités, puisque, on le sait tous, à la base, le Majin Buu qu'on connaît, donc le Majin Buu gros, on va dire, on le sait, c'est pas lui le Majin Buu originel. Le Majin Buu originel, c'est Majin Buu pur, donc c'est le Kid Buu, comme il y en a qui aiment bien l'appeler, et donc il était purement méchant, hein. Et en absorbant le Dai Kaioshin, il est devenu le Majin Buu innocent qu'on a ici, Majin Buu gros. Si on lui enlève maintenant ce Dai Kaioshin, que va devenir Buu? Parce que en voulant libérer ce Dai Kaioshin, parce qu'apparemment il a une compétence qui leur permettrait de retrouver ce prisonnier qui est très dangereux, eh bien, du coup, est-ce qu'il risque pas de libérer aussi le démon? Et peut-être un petit retour de Majin Buu pur, qui, pour rappel, Goku n'a pas réussi à vaincre seul, hein. Rappelez-vous la kata qu'il a fallu, tout ce qu'il a fallu faire pour arriver à Majin Buu. Majin Buu qui peut absorber des gens. Donc ça peut vite partir en couille, et ça peut donner quelque chose de très intéressant. Alors je dis pas que forcément il va y avoir un retour de Buu, mais ça peut être très intéressant en soi, hein. Après, déjà, ce qu'il y a de sympa, c'est que cette nouvelle aventure, pour le moment, semble vouloir mettre en avant Goku, Vegeta, et Majin Buu qui est quand même là. Donc Majin Buu va bien se réveiller, ils vont bien... Enfin, il faut utiliser Majin Buu qui est tellement en retrait depuis le début de Dragon Ball Super. Donc avoir enfin un arc qui nous remet en avant Majin Buu, même le Majin Buu gros, peut être très intéressant. Et surtout, là où je veux en venir, c'est que on est d'accord que le manga Dragon Ball, en général, c'est, enfin surtout à partir d'un certain moment, après le 22e Tenkaichi Budokai, ça a été qu'une montée en puissance successive. Goku et ses amis affrontent toujours des ennemis de plus en plus forts. Et à l'heure actuelle, Dragon Ball Super, c'est pour ça aussi que je vous l'avais dit, hein, quand il y a eu le dernier épisode, que j'étais persuadé que ça ne s'arrêterait pas ici, parce qu'il y a encore beaucoup de choses en suspens dans Dragon Ball. Il y a beaucoup d'intrigues qui ne sont pas clôturées et qu'il faudra forcément clôturer. Déjà, la principale pour moi, c'est le match retour Goku-Bilus, parce que Dragon Ball Super débute face à Bilus, débute avec cette confrontation que perd Goku, et cette volonté un jour de s'améliorer et de vaincre Bilus. Et ce petit détail est souvent ramené dans le manga, hein. Rappelez-vous du tournoi Univers 6-7, constamment on a des rappels sur le fait que est-ce qu'on va arriver à vaincre Bilus. Donc pour moi, ça serait vraiment triste que Dragon Ball Super se clôture sans le fait qu'il n'y ait pas un match retour de Goku et accessoirement Vegeta face au dieu de la destruction, Bilus. Ensuite, il y a aussi, du coup, maintenant, l'intrigue avec Freezer, le tyran galactique qui, on nous dit, a recommencé ses méfaits. C'est impossible qu'il nous laisse ça aussi en suspens. On ne peut pas laisser Freezer comme ça dans la nature. Donc, encore une fois, une intrigue à clôturer. Donc, il y a encore beaucoup de choses à raconter dans Dragon Ball Super. Et du coup, vu que c'est une éternelle montée en puissance, on peut revenir sur le fait qu'on nous ait parlé des fameux démons, du fait que les anges semblent être impuissants face aux démons. On ne peut qu'imaginer que le prochain ennemi risque d'être un démon. Alors, eh bien, il y a eu récemment là, un petit teasing sur une image d'un des prochains ennemis, apparemment, d'un prisonnier, justement, de la patrouille galactique, où on peut nous voir un personnage avec un chara-design un peu de bélier, on dirait Kami-sama fusionné à un bélier. Ça fait très Dragon Ball, hein, première génération, vous savez, où il y a beaucoup d'animaux sur Terre, tout ça, croisés. Ça a l'air très sympa. Il fait un peu maléfique, on voit pas très bien son corps, mais je pense qu'il est vachement bagarré, baraqué. Il est vachement baraqué et il aime la bagarre. Il a l'air. Après, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Est-ce que c'est un prisonnier qui va peut-être leur donner un coup de main pour trouver le fameux prisonnier qui est très dangereux? Quelque chose qui me semble très intéressant. Et en plus, le fait qu'on ait peut-être l'arrivée du Dai Kaioshin aussi dans le manga, qu'on avait vu dans des fillers de Dragon Ball Z à l'époque, hein, qui n'est pas vraiment apparu dans le manga. Dans le manga, il y a une petite case où on nous le montre, mais c'est tout. Et donc du coup, ça peut être très intéressant aussi d'avoir ce personnage-là peut-être, et de savoir, de découvrir pourquoi lui est important, qu'est-ce qu'il a de si important en rapport avec ce fameux prisonnier qui est très dangereux, et il y a de fortes chances que ce prisonnier soit certainement peut-être un démon, mais il y a beaucoup de choses à raconter de ça, et ça serait bien
de voir quelque chose qui nous montre une opposition finalement aux anges, aux dieux. Ça serait vraiment quelque chose de très intéressant. Je pense qu'on va peut-être se diriger vers ça, du moins je l'espère. Et voilà, je clôturerai là-dessus. Majin Buu à la base est une sorte de démon aussi, hein. C'est un être un démoniaque, un Majin. Donc voilà, un retour du Majin Buu pur en ayant délibéré le Daikaioshin. Avec tout ce qu'on a maintenant ici, hein, on peut imaginer tellement de choses. Hein. Après, il ne faut pas partir non plus trop loin, mais bon, ça prête à l'imagination. Hein. On peut tout imaginer avec Majin Buu. Un Majin Buu qui t'absorbe ne serait-ce qu'un Akaishin. Imagine le délire. Et je pense que de toute façon, on est obligé d'aller vers, au bout d'un moment, des confrontations de plus en plus puissantes et divines, si tu veux à un moment donné justifier le fait que Goku puisse tenir tête à Bilus à un moment donné, ou pas. Sachant qu'il y a une allusion au fait que Goku n'arrive pas à remaîtriser le Migate no Gokui. Est-ce que c'est une forme qui va disparaître ou qui va être réutilisée? Je vais pas vous mentir, à un moment donné, je trouve qu'il y a trop de formes dans ce manga, et j'ose espérer que ce chapitre, enfin que cet arc, remettra en avant l'aspect technique de Dragon Ball. Ça serait sympa qu'on voie plutôt des nouvelles techniques que des nouvelles transformations. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des choses à se mettre sous la dent, il y a des très bonnes choses à utiliser. À un moment donné, pendant l'arc Black Goku, Toyotaro, et Toriyama, j'imagine peut-être derrière, ont eu des bonnes idées, notamment en faisant que Goku maîtrise à un moment donné le Hakai. Je pense qu'il y a des choses de ce côté-là à aller chercher. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, et je vais pas vous mentir, ça m'avait manqué.